80 ans après la libération par l'armée rouge du tristement célèbre camp d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'1 million de juifs ont été envoyés à la mort par les nazis, c'était donc l'histoire, le terrifiant parcours vécu par Benjamin Orenstein, un rescapé des camps de la mort qui mettra près d'un demi-siècle à raconter à travers de nombreuses prises de parole, un livre puis ce documentaire réalisé par Maude Guillaumin et Charlotte Jarix. Une histoire qui se mêle à une autre, bien plus vaste, celle de la Shoah et de ses 6 millions de victimes, à propos de laquelle nous allons revenir avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc. Annette Viviorca est tout d'abord avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle. Votre tout dernier ouvrage retrace un parcours de vie. C'est le vôtre, ce parcours de vie. Il s'intitule Itinérance. Il est publié chez Albin Michel et c'est réellement passionnant. Tal Brunman est également à nos côtés aujourd'hui. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, spécialiste vous aussi de la Shoah et de l'antisémitisme en France au XXe siècle. On vous doit notamment un album d'Auschwitz, Comment les Allemands ont photographié leurs crimes, un livre publié aux éditions du Seuil. Et puis vous publiez aujourd'hui cette réédition de ce livre, sobrement intitulé Auschwitz, Auschwitz-Birkenau ayant été à la fois le site le plus important des camps de concentration et le plus meurtrier des centres de mise à mort de la solution finale imaginée par les nazis. Et cet ouvrage est lui disponible aux éditions La Découverte. Benjamin Orenstein, voilà ce personnage que nous avons découvert dans ce documentaire et ce terrifiant parcours. Commençons par le début. Il est né en 1926, c'est un juif polonais et qui connaît très vite les exactions parce que son village d'origine est transformé en ghetto dès 1941. C'est là qu'il connaît les premières violences, non seulement lui, mais toute sa famille. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire d'un juif polonais né à la fin des années 20 ? Ce qui me frappe d'abord, c'est son accent. C'est-à-dire qu'il a un accent yiddish qu'on n'entend pratiquement plus aujourd'hui, l'accent de ces juifs originaires de Pologne et dont la langue maternelle était le yiddish. Ce que raconte cette histoire, c'est d'abord une histoire d'avant la mise en route de ce qu'on appelle la solution finale au sens propre du terme, c'est-à-dire la décision, enfin c'est pas le bon terme, de rendre l'Europe nazie Judenrein sans juifs. Et effectivement, les exactions commencent tout de suite avec dès l'entrée des nazis, enfin de la Wehrmacht, de l'Allemagne en Pologne, et dès la disparition de la Pologne, parce que la Pologne cesse d'exister, eh bien immédiatement, il y a d'un côté la mise en ghetto très vite, à des dates différentes suivant les villes, et il y a aussi l'ouverture de camps de travail pour faire différentes tâches où on envoie systématiquement les Juifs. Et c'est ce qui s'est passé pour Orenstein, parce que vous avez dit qu'il avait fait 7 camps, plusieurs camps, mais ces camps ne sont pas tous exactement les mêmes. Et les camps de travail pour Juifs, c'est quelque chose qui est assez mal connu. Il y a un ouvrage de Christopher Browning qui est paru il y a quelques années, mais il n'y a pas beaucoup de travaux spécifiques qui ont été faits sur ces camps. Alors justement, à propos de ces camps, nous avons préparé une petite carte qui regroupe ce qu'ont été les principaux camps de concentration et les fameux camps d'extermination mis en œuvre justement dans le cadre de la solution finale établie, on va dire, à la conférence de Wannsee en janvier 1942. Peut-être ça permet de comprendre que l'extermination des Juifs d'Europe au vu des nazis en passait par à la fois l'extermination par le travail, peut-être, pour alimenter cette machine de guerre nazie et l'extermination tout court à travers la mise en place de ces fameux camps de la mort. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à votre question, mais au documentaire. Et la carte, elle est intéressante parce qu'elle reflète notre perspective d'Europe occidentale. C'est-à-dire que quand on parle de la Shoah en France, le processus est relativement simple. Les Juifs sont arrêtés, Rav du Veldiv, ils sont envoyés dans le camp de transit de Drancy et déportés, en général, vers Auschwitz. En Pologne, comme l'a rappelé Annette, les persécutions violentes
d'une intensité qui est totalement inconnue par la suite en France, commence dès septembre 39. Dès septembre 39, il y a les premières tueries, les fusillades de masse. Il y a quasiment 60 000 juifs qui sont exécutés dans les 3 premiers mois, par exemple. Il y a la ghettoisation que vous avez rappelée, il y a la mise en place de différents systèmes de camps. Tout ça nous est totalement inconnu et totalement inconnu au sort des juifs d'Europe occidentale. La carte que vous avez montrée, qui est très importante, elle concentre 2 choses. Ce qu'on appelle communément en histoire les centres de mise à mort pour éviter la confusion avec les camps de concentration et le système concentrationnaire nazi à proprement parler, les camps de concentration. Or, justement, ce que les Juifs de Pologne ont subi, c'est tout un ensemble de camps de travaux forcés qui ne sont pas encore pensés par rapport à l'assassinat, mais où une chose très importante va se développer, c'est la relativisation de la valeur de la vie humaine. En gros, si un Juif est mis au travail et qu'il meurt, c'est pas grave, on en a plein sous la main, et il y en a un autre qui viendra le remplacer. C'est notamment les camps de l'organisation Schmel, du nom du SS qui la dirige, qui ont une particularité. Ils sont ultra meurtriers, mais ça ne relève pas encore de l'assassinat. Au sens juridique du terme, il n'y a pas de planification. Ils peuvent mourir, c'est pas grave. Et les camps de concentration répondent à d'autres logiques, et les Juifs en sont exclus. La seule exception, ça va être pendant très longtemps, le camp d'Auschwitz-Birkenau, où là, vous avez l'assassinat pour les Juifs et la détention pour les prisonniers, les concentrationnaires, et où va se mélanger, et Annette en parlera aussi bien sinon mieux que moi, les Juifs qui ont été dits sélectionnés pour le travail, ce qui va être le cas d'Orenstein, mais qui arrivent très très tardivement, quasiment à la fin de l'histoire d'Auschwitz. Parce que l'essentiel du parcours en tant que victime de la Shoah d'Orenstein, il se déroule à l'extérieur de systèmes, le système concentrationnaire ou le système des centres de mise à mort, qui nous sont connus. Et c'est ça qui est frappant, c'est que ce que ce documentaire évoque, c'est un itinéraire qu'en France, on n'a pas l'habitude de croiser. Il fait son premier camp de travail obligatoire à l'âge de 15-16 ans. Il est très jeune. Benjamin Orenstein. Alors, dites-nous-en un peu plus sur ces camps, d'ailleurs, qui ne figurent pas sur cette carte. Non, parce et par que, lesquels passe Benjamin Orenstein. Les cartes sont obligatoirement simplificatrices, même les cartes du système concentrationnaire ou d'Auschwitz-Birkenau. Auschwitz, vous avez le camp principal, camp de concentration pour Polonais, ouvert dès 40, et qui jusqu'en 42 n'internera que des hommes polonais. Puis ensuite, vous avez la construction très largement par des prisonniers de guerre soviétiques de Birkenau. Mais vous avez une quarantaine de petits camps autour, qui sont des petits camps où on envoie des Juifs pour travailler. Par exemple, toutes les mines de charbon du bassin minier de Haute-Silésie, Anna Grube, Javichowitz, enfin, toutes ces mines, ce sont des petits camps. Donc si on voulait faire une carte des camps, ça serait une carte qui serait littéralement constellée, parce qu'il y a plusieurs types de camps, et il y en a absolument partout. Donc ces camps de travail, ce sont des camps qui vont servir à des travaux liés à la guerre, les tranchées, à différentes choses. Et ils vont être extrêmement meurtriers, pas seulement d'ailleurs en Pologne, on a la même chose en Hongrie. Donc c'est la première phase avant que la solution finale, proprement dite, soit organisée lors de l'interministériel de Wannsee. Autrement dit, on compte sur cette main-d'œuvre juive pour alimenter la machine de guerre nazie. Mais on va compter jusqu'au bout sur cette main-d'œuvre juive. S'il y a des survivants d'Auschwitz, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, la guerre, on le sait, on sait avec l'Ukraine aujourd'hui, la guerre, ça pose après des problèmes de main-d'œuvre. Donc les Allemands ont des problèmes de main-d'œuvre. Ils résolvent ces problèmes de main-d'œuvre en mettant où ils peuvent les Juifs au travail forcé et en raflant dans tous les pays des gens pas juifs pour le travail obligatoire de façon légale en France. Et à Wannsee, il est décidé qu'un certain nombre de Juifs serviront à la machine de guerre. Et ils vont servir jusqu'au bout. Un des tout derniers commandos qui est ouvert, qui dépend du camp de concentration de Buchenwald, c'est Ohrdruf. Et il est ouvert en novembre 1944, au moment où les nazis essayent d'enterrer au maximum leur industrie de guerre pour éviter les bombardements. Donc on peut dire que le travail forcé, le travail esclave, le travail létal, mortel, il est du début de l'occupation allemande pour la Pologne
et la disparition de la Pologne. La Pologne n'existe plus. Jusqu'au tout dernier moment, avant que le Reich ne soit contraint à capituler. Ce qui l'aura sauvé, Benjamin Orenstein, c'est son âge, finalement, sa condition physique. Et il arrive à Auschwitz en août 1944, il a 19 ans, sur cette fameuse rampe de tri de Birkenau. Comment se faisait ce tri à travers ces juifs bien portants et ceux qu'on destinait immédiatement à la mort? Alors, en fait, il n'y a pas de règle. C'est ça qui est assez frappant. C'est l'arbitraire qui prévaut. Et hypothétiquement, si la même personne était passée à 2 jours d'intervalle, elle pouvait être sélectionnée pour le travail ou envoyée à la chambre à gaz. Ça dépend d'énormément de critères. Si la personne, avec énormément de guillemets, a bien voyagé, s'il n'est pas malade à la suite du voyage, vous êtes enfermé 3 ou 4 jours dans des wagons à bestiaux, donc vous arrivez déjà affaibli. Donc si vous présentez bien, vous avez plus de chances de passer la sélection que si vous êtes pâle, malade. Si le SS est bien luné ou pas, si le camp a des besoins de main-d'œuvre particuliers, etc., il n'y a pas de règle. Alors on dit communément, en gros, de 15 à 45 ans, en majorité des hommes, puisque dans la logique des SS, une femme, ça travaille moins bien qu'un homme. Voilà. Mais dans la réalité, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et sur les photos qu'on a étudiées avec mes 2 collègues allemands, Christoph Kreutzmüller et Stefan Horler, on a pu montrer qu'il y avait parfois des hommes très âgés qui étaient sélectionnés et qui sont sans doute... ce qu'on appelle, ou les SS appellent des spécialistes, des médecins, des ingénieurs, parce que ce jour-là, il y avait un tel besoin. Et on connaît par ailleurs, du côté des femmes, d'autres exemples, quand ils ont besoin de chanteuses, de danseuses, de musiciennes, ils les cherchent activement pendant la sélection. Donc il n'y a pas une règle qui est figée. Orenstein arrive au début du mois d'août 1944. On est dans un cas très particulier, Annette l'a évoqué. Il y a, depuis le printemps 1944, une décision opérationnelle qui change légèrement le cours de la solution finale pour les besoins de la production d'armement, ce qui va initialement être appelé le Jägerstab, en gros le bureau d'armement. Il va être décidé pour la première fois que Auschwitz n'est plus un terminus pour les Juifs, mais que des Juifs peuvent être transférés vers l'extérieur d'Auschwitz. Ce qui va être le cas d'abord des Juifs de Hongrie qui ont été massivement photographiés par les SS, et le cas de Benjamin Orenstein. Orenstein. Ces clichés dans votre ouvrage, d'ailleurs, que j'ai cité tout à l'heure. Exactement, et qui sont parmi les clichés les plus iconiques de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais Orenstein, il fait partie de ces convois de Juifs polonais. Alors, il y a le sien, mais il y en a d'autres qui arrivent du dernier grand ghetto qui existe, qui s'appelle le ghetto de Łódź, ou Litzmannstadt, et qui vont être massivement réacheminés vers d'autres camps, comme Ohrdruf, comme les camps de Kaufering, qui sont rattachés à Dachau, et qui sont tous liés à la production d'armement, enterrés, comme Annette l'a rappelé, et qui sont destinés qui à produire des V2, qui à produire des chars, qui à produire des avions de chasse. On va voir le nombre de victimes concernant les fameux camps d'extermination que nous avons évoqués tout à l'heure, ces 6 camps. J'espère que vous validerez ces chiffres. Auschwitz-Birkenau, 1 million de victimes. Treblinka, environ 925 000. Belzec, environ 435 000. Chelmaux, de 156 000 à 172 000. Sobibor, environ 167 000. Et Majdanek, entre 60 et 80 000 personnes. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que 6 millions de Juifs d'Europe sont morts dans ces camps. S'il fallait comptabiliser les Juifs qui sont morts à la fois dans ces camps et via cette fameuse extermination par le travail qu'on a évoqué ensemble, on en arriverait à quel chiffre concernant ce qui rend les choses la difficiles, totalité. c'est que Tal expliquait tout à l'heure la déportation des Juifs de France. Pour les Juifs de France, de Belgique, de Hollande, il y a un processus bureaucratique et administratif. Les convois partent, il y a des listes. Donc on peut être extrêmement précis dans le nombre de Juifs déportés et dans ceux qui ont survécu. Dans des pays comme la Pologne ou comme la Hongrie, la déportation est sauvage et on n'a pas tous les noms. Et l'Institut historique de Jérusalem, Yad Vashem, s'emploie depuis sa création à essayer de retrouver tous les noms. Et il me semble qu'ils en sont à 4 800 000. Il y a encore le programme des noms polonais qui n'est pas terminé, des noms hongrois. C'est un travail extrêmement complexe de retrouver les noms. Donc on a adopté ce chiffre de 6 millions. Bien évidemment, quand on dit 6 millions, ça peut être 5,5 millions ou 6,2 millions. Et
À l'heure actuelle, il y a des opérations archéologiques à Treblinka, enfin, il y en a eu à Belzec aussi, Sobibor, pour essayer de déterminer, à travers l'archéologie des fosses, des chiffres plus exacts. Mais là, c'est des ordres de grandeur, et je trouve qu'ils sont déjà terrifiants. Et si je peux me permettre, juste pour rajouter à la complexité qu'Annette a évoquée, quand vous donnez les chiffres qui étaient totalement corrects vous les validez au regard de l'historiographie aujourd'hui, pour Auschwitz, on estime environ 1 million de Juifs qui sont morts. Parmi ce million, il y en a environ 900 000 qui ont été assassinés dès l'arrivée, qui ne sont jamais rentrés dans le camp de concentration, et 100 000 qui sont morts littéralement dans le camp ou dans l'un des camps. Ce qui vous montre qu'on ne peut pas distinguer. En fait, en gros, les historiens estiment qu'il y a 2 700 000 Juifs qui ont été assassinés sur ces 6 sites. Il y a une demi-douzaine d'autres sites qui sont très mal connus chez nous, mais mieux connus, puis on se déplace à l'Est. Si vous allez en Allemagne, au grand mémorial de Berlin, le Denkmal, vous verrez qu'eux n'en présentent pas 6, mais 7. Le 7e étant Malitrostinets en Biélorussie, ont été déportés des Juifs d'Allemagne. Donc, tout cela, c'est une histoire qui est toujours en cours de construction, et c'est normal. Et sur le chiffre communément admis d'environ 6 millions, une moitié a été assassinée dans ces sites-là. Et sur les 3 millions qui restent, 1 500 000 a été exécuté lors des fusillades ou des opérations mobiles, parfois avec des camions à gaz ou peu importe. Et ce qui reste est mort soit dans les ghettos, soit dans ces fameux camps de travail forcés. Il sera libéré en avril 1945 après les fameuses marches de la mort, parce que plus les troupes soviétiques avançaient à l'Est, évidemment, plus ces camps et ces Juifs qui étaient dans ces camps de la mort ont été déplacés vers d'autres camps, vers l'Allemagne, en fonction de l'avance de l'armée rouge. Benjamin Orenstein, une fois libéré, décidera de regagner Israël. État d'Israël qui sera créé évidemment en 1948. Il va participer d'ailleurs à la guerre israélo-arabe, la première entre 1948 et 1949. Et puis ensuite, il décidera de revenir en France et de quitter Israël. C'est un cas qui symbolise assez bien ce qu'ont essayé de faire un certain nombre de rescapés de ces camps, le cas Boris Torenstein. Absolument. Alors on n'a pas beaucoup de détails. On ne sait pas s'il a été dans un camp pour personnes déplacées avant de partir. On ne sait pas comment il a gagné la Palestine mandataire, mais ce que l'on sait avec certitude, c'est que pour les survivants, très peu nombreux, les Juifs polonais, 3 250 000 avant la guerre, à peu près 200 000 qui survivent en Union soviétique et une cinquantaine de milliers seulement qui survivent sur place. Ils rentrent chez eux. Quand ils repassent par chez eux, il n'y a plus personne. C'est ce que explique Benjamin Orenstein. Et ils sont extrêmement mal accueillis, puisqu'ils sont parfois assassinés, et que, symboliquement, on évoque toujours le grand pogrom où il y a une quarantaine de morts, qui s'est déroulé en 1946 à Kielce. Donc, pour eux, c'est la Palestine. La planche de salut, la planche de salut, c'est la Palestine. Et la Palestine, où l'immigration est illégale et où, quand on les chope, on les interne, notamment dans des camps à Chypre. Mais beaucoup de survivants qui se retrouvent en Palestine vont combattre dans la guerre dite guerre d'indépendance, dans la guerre qui va 48-49, voilà, et trouver la mort. Donc, mais cette partie-là, on peut en parler généralement. Mais il y a très peu de choses dans le documentaire qui nous expliquent comment il a gagné la Palestine mandataire. Et le documentaire nous dit seulement qu'au début des années 50, il a un cousin à Lyon et que c'est ce cousin qui le fait venir. Et qui va le convaincre de revenir d'Israël pour s'installer à Lyon. On va voir un extrait de ce film et on va essayer de comprendre à travers ce que nous dit Benjamin Orenstein, le pourquoi a-t-il mis 48 ans avant de décider de parler de ce qu'a été son parcours en tant que rescapé de la Shoah. À Lyon, où Benjamin a refait sa vie, les négationnistes viennent défendre le criminel de guerre, Klaus Barbie. Dans les années 90, on est dans des années où le négationnisme émerge. Et ça, c'est une douleur supplémentaire pour ces survivants de la Shoah que de voir leur récit remis en question. Chambre à gaz, mais ça ne va pas. C'est une histoire des Juifs. Ils voulaient toucher de l'argent des indemnités des Allemands. Ils ont inventé les chambres à gaz. Voilà l'explication
le procès Klaus Barbie à Lyon, il habite Lyon et il dit « trop c'est trop, le négationniste, je ne peux pas l'accepter compte tenu de ce que j'ai vécu, moi, Benjamin Weinstein ». Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette prise de parole 48 ans après, il n'est pas le seul à ne pas avoir pris la parole avant. Alors évidemment, on se pose toujours cette question, pourquoi ces rescapés ont mis autant de temps à prendre la parole, mais cette motivation-là, alors sur le pourquoi ça a poussé ce rescapé à prendre la parole. Sur le pourquoi des rescapés, je vais laisser Annette en parler bien mieux que moi. Sur le moment qui est évoqué, qui est très important, alors ça s'inscrit dans une séquence qui est beaucoup plus longue, qui va se finir dans les années 90, comme le dit Isabelle Doré, mais en fait, ça commence littéralement au début, enfin, à la fin des années 70, notamment quand Darquier de Pellepoix dit à Auschwitz, on a gazé que des poux, et ensuite que dans plusieurs quotidiens en France, des courriers signés Faurisson vont être... Surtout dans le Monde, parce que le Monde, ça a toujours une audience plus importante. Voilà, et puis ça valide les choses. Mais c'est pas le seul journal. Faurisson inonde la presse pour dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Idéologue de l'extrême droite française, bien sûr. Qui va se présenter comme étant apolitique, mais avec une appétence pour le nazisme, pas juste l'extrême droite, mais pour le nazisme, qui en fait un apolitique très particulier, plutôt d'extrême droite évidemment. Et au moment du procès Barbie, il va y avoir un ressurgissement de ce négationnisme qui s'était déjà affirmé à la fin des années 70. Lyon va être inondé de tracts non signés, mais qui ont pour origine Faurisson, et qui vont provoquer un émoi très important au sein de l'opinion publique, et pas juste des rescapés de la Shoah ou de la communauté juive. Ce qui fait que des rescapés dans la région de Lyon vont commencer à manifester au sens propre du terme et à se manifester. Et Benjamin Weinstein fait partie d'un certain nombre de personnes. Il y a d'autres figures qui, à ce moment-là, ont commencé, comme Simone Lagrange. Donc, il y a vraiment, c'est un moment pour ces gens-là, mais c'est pas le seul moment. Au moment du procès de Klaus Barbie, j'étais professeur au lycée Voltaire. Et des tracts négationnistes ont été mis dans tous les casiers. Et ça a suscité vraiment un émoi considérable. Et faciliter cette fameuse prise de parole. Mais je pense qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est vraiment le procès Eichmann, qui est un procès... 1961, à Jérusalem, où le procureur israélien Gideon Osner fait toute une scénographie fondée sur les témoignages. Et c'est le moment où le témoin devient le porteur de mémoire, celui qui est chargé de dire l'histoire, et où en quelque sorte réhabilité, parce qu'il ne faut pas croire que les survivants aient été accueillis comme des héros, les bras ouverts. On a beaucoup pensé qu'ils avaient fait des choses un peu crades pour avoir survécu. En Israël, on les surnommait les savons. Ils n'ont pas parlé parce qu'on n'a pas voulu les écouter. Donc ce qui est très important, c'est la question de la demande sociale. Et c'est vraiment à partir des années 80 où, pour différentes raisons, on commence à écouter les témoignages. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « L'ère du témoin » et je caractérise le procès d'Adolf Eichmann comme étant l'avènement du témoin, c'est-à-dire le procès qui crée le témoin. Et ensuite, à partir de la fin des années 70, avec notamment la diffusion dans tout le monde occidental du feuilleton Holocauste, c'est à ce moment-là que commencent les grandes collectes de témoignages et où on commence à demander aux témoins, aux survivants de témoigner. Donc c'est intéressant cette série Holocauste que vous venez de citer. C'est une série américaine qui a été produite par NBC et diffusée aux États-Unis en 1978. Et elle arrive en France en 1979. Et à la fin du dernier épisode de cette mini-série, une émission qui s'appelle Les Dossiers de l'écran, qu'on aime beaucoup d'ailleurs dans cette émission des Badocs, où il s'agit de commenter évidemment après un film, c'est Simone Veil qui est invitée. Et ça sera un grand moment de télévision. Alors, après cette série Holocauste qui... si vous permettez, il n'y a pas seulement Simone Veil, il y a par exemple Marie-Claude Vaillant-Couturier qui est là aussi sur le plateau. Mais je cite Simone Veil parce qu'évidemment, dans l'esprit collectif... Et c'est vrai que Simone Veil, quand elle arrive aux affaires, elle a la possibilité de parler. Elle le fait très vite. Et c'est elle qui a dit, nous on voulait parler, on ne voulait pas nous écouter. Et c'est vrai qu'elle prend la parole quand elle est nommée ministre
de Giscard d'Estaing. Il y a le premier grand documentaire sur une chaîne qui était alors publique et TF1. Et ensuite, elle va être vraiment la personne qui a porté la mémoire de façon extraordinaire. Alors, Benjamin Orenstein, il va la porter autrement, cette mémoire. Il va aller à la rencontre des jeunes, il va le faire pas seulement en France d'ailleurs. Il va faire quasiment un tour du monde. Hein, il y a eu plus de 50 colloques de par le monde. Ouais. Il va écrire un livre, et puis il y a ce documentaire. Une pièce de théâtre. Ouais. Et, bien entendu, une pièce de théâtre. Et il s'est régulièrement rendu à Auschwitz avec des groupes de scolaires de la région lyonnaise. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a passé une grande partie de cette troisième vie. Qui est aussi le moment où ils sont à la retraite. Exactement. Ils sont beaucoup. J'essaie de le dire poliment. Voilà. Mais voilà, mais oui. Mais si on prend, je prends un autre exemple, Ginette Kolinka, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est au moment où elle a été à la retraite qu'elle s'est mise à témoigner activement. Ouais. Pour beaucoup d'entre eux. Elle aussi, rescapée d'Auschwitz-Birkenau. D'Auschwitz. Et donc pour beaucoup, la retraite, c'est le moment où ils peuvent passer du temps à expliquer ce qui leur est arrivé. Ils ont construit leur vie, ou ils ont plutôt reconstruit leur vie, et ensuite ils peuvent raconter ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc Benjamin Orenstein, en cela, il a un parcours, sans chercher à le réduire en rien, qui ressemble à énormément de gens qui ont témoigné depuis le début des années 90 et qui se sont énormément investis là-dedans. Et on pourrait citer des dizaines de noms de personnes, hommes ou femmes, qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais qui ont consacré une grande partie des années 90, 2000 et 2010 à porter ce témoignage. Ce sont eux qui portent cette mémoire Absolument. de la Shoah aujourd'hui. Absolument. Il n'y a plus beaucoup de survivants aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une période qui est terminée, mais je pense que c'est le passage du temps. Hein. Les derniers qui sont décédés ou qui sont encore en vie sont pas loin d'être centenaires. Et le monde est en train de changer. Et je pense que les derniers événements politiques, c'est-à-dire l'élection de Trump, les régimes autoritaires qui s'installent un peu partout dans le monde, montrent que l'après-guerre, ce qui avait été fait dans l'après-guerre, est en train d'être défait. Et on rentre dans un monde où on ne sait pas de quoi sera fait la mémoire d'Auschwitz. On va écouter un deuxième extrait. C'est le message que voulait passer Benjamin Orenstein à ceux et celles qui allaient voir ce film et connaître son histoire. Je voudrais vous dire une chose, qu'il n'est jamais oublié que ça a eu lieu et de réagir au premier incident. On ne peut pas rire des 6 millions de victimes. C'est une tragédie humaine. Et ce n'est pas seulement la faute des Allemands, c'est toute l'humanité qui a reçu une gifle. Alors, toute l'humanité doit surveiller et être vigilant que ça ne recommence pas. Et ça, il y a un danger que ça recommence. Alors, rappelez-vous ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà le message que vous nous passez, Benjamin Orenstein, pour que ça ne recommence pas. Alors ça, c'est un vœu pieux qui a été martelé à partir de la fin de la guerre, le plus jamais ça. Ouais, le plus jamais ça. Sauf que c'est un vœu pieux. Et par ailleurs, Orenstein, dans ce qu'il dit en conclusion, il parle du plus jamais ça, les violences de masse, et puis plus jamais d'antisémitisme. Or, on est dans une période où on voit que l'antisémitisme s'affirme d'une manière totalement décomplexée. Désormais, il est plus confiné aux marges, pas assumé. Non, il est revendiqué des deux bords de l'échiquier, et c'est redevenu une réalité. Annette a très justement dit qu'on était rentré dans un nouvel âge, qui c'est plus l'après-guerre, en tout cas l'héritage de la Seconde Guerre mondiale est derrière nous. On passe dans un nouvel âge dont on ne sait pas ce qui va advenir, mais il y a une chose qui est claire, c'est que le combat contre l'antisémitisme qui avait été entamé en 1945, qui continue à être mené jusqu'à aujourd'hui, il a eu ses effets, mais en même temps, on se rend compte qu'il n'a pas été annihilé, il n'a pas été exilé, il a même été réintégré quasiment au sein même d'un certain nombre d'appareils politiques, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Votre sentiment également ? Oui. La première remarque que je ferai, c'est que la destruction des Juifs d'Europe a été si massive qu'aujourd'hui, il y a dans le monde peut-être 15 millions de Juifs, c'est-à-dire même moins qu'il y en avait en 1939. Ça veut donc dire que
les Juifs sont extrêmement peu nombreux. Et pourtant, dans des pays où les Juifs sont là, mais aussi dans les pays où il n'y a pas de Juifs, on a cet antisémitisme qui perdure, et comme l'a dit Tal, qui s'épanouit aujourd'hui. C'était tabou, c'est tabou, on ne pouvait pas se dire antisémite. Aujourd'hui, on peut tranquillement être antisémite. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir pour les chercheurs, les historiens que vous êtes, autour de cette Shoah, de cette période de l'histoire, dramatique période de l'histoire, de son cortège de victimes? Qu'est-ce qui mérite d'être encore creusé aujourd'hui sur ce sujet? Pour habitude de dire qu'on continue toujours à faire l'histoire de Rome ou d'Athènes 2000 ans après la chute d'Athènes ou 1500 ans après la chute de Rome. Donc on en est qu'au début en fait de cette histoire. Qui a été écrite d'abord par les grands pionniers, comme on peut rappeler Léon Poliakov ou Raoul Hilberg. Ceux à qui je rends hommage dans mon itinérance. Mais en fait, le cadre est connu depuis très longtemps, et le cadre, c'est-à-dire la solution finale, et chaque génération d'historiens amène un nouvel éclairage et bénéficie de ce que les prédécesseurs ont réalisé, et va laisser un héritage ou une absence d'héritage. Et chaque génération arrive avec des nouveaux questionnements. Nous, vous avez eu la gentillesse de citer le livre qu'on a consacré à l'analyse des photos d'Auschwitz. C'est une génération qui arrive et qui interroge des documents qui étaient connus, mais avec des nouveaux questionnements. Et on constate... Et des nouvelles techniques aussi, qu'on avait moins. Là, non, on n'a pas trop bénéficié de nouvelles techniques. Quand je dis nouvelles techniques, c'est la possibilité de regarder... il y a un certain nombre de choses qui sont rendues possibles. Et ça va effectivement pour le cinéma, pour tout ce qui touche à l'image, la photo et l'image animée, c'est vrai qu'il y a tout un champ... Donc l'histoire ne cesse d'évoluer, de progresser, de se réinterroger elle-même. Donc voilà, il reste énormément de choses à faire, et si je savais ce qu'il restait à faire, je le ferais. Mais j'en sais rien. Changer, si chaque génération pose à l'histoire d'autres questions. Bien entendu. Mais ce qui va changer, c'est que ces témoins de l'histoire vont disparaître. Hein, oui, vous l'avez dit. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un manque de témoignages. Il y a des dizaines de milliers de témoignages sous toutes les formes. Orenstein est un exemple. Il a fait un livre, il y a une pièce de théâtre et il y a un documentaire. Donc on ne peut pas dire qu'on n'ait pas de la matière est témoignages. présente. Benjamin Orenstein s'est éteint le 10 février 2021 et il avait 94 ans. Un grand merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui, pour nous reparler de la Shoah à l'occasion de ces 80 ans de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz-Birkenau. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Et je vous donne bien entendu rendez-vous pour un prochain débat doc. Et ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.